Il y a eu la violence physique, c'est quelque chose, mais je pense que le plus dur, ça a été la violence psychologique. Quand tu as 13 ans, jusqu'à mes 18 ans, j'ai été rabaissée, j'étais de moins que rien, j'étais dégueulasse, j'étais nulle, je ne servais à rien, ma famille c'était de la merde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Safe Zone. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque la jeune femme que je vais recevoir, eh bien, je la connais déjà. Enfin, je la connaissais il y a 10 ans puisqu'elle a participé à un célèbre concours de pâtisserie. Vous me voyez venir, elle est dynamique, c'est une maman très investie, elle a plus de 4 millions d'abonnés sur YouTube. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur elle. À vos marques, prêt, l'atelier de Roxane. Salut Bonjour. Roxane. Comment ça? Je suis trop contente de te voir. On s'est mis le même pull en fait. Oh, on a sorti. Ça fait plaisir Ah, moi aussi, mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Ça fait 10 ans. Non, 8, arrête. C'était le meilleur pâtissier saison combien? 4. Mais pas du tout. Mais oui, Mais 2015. Bah attends, Mais peut-être oui. saison 3 ou saison 4. Saison 4, Je me souviens. Bah toi tu dois mieux savoir ça. Je que moi. sais plus, Attends, en montre-moi fait. si t'as changé. Non. Parfaite, Pas non silhouette plus. Non, en vrai. impeccable. Ouais, c'est parce que je suis maquillée. Non, en mais vrai. même, franchement. Bienvenue dans ta safe zone. Merci. Je suis trop contente. Non, moi, trop contente. Et merci Vraiment. d'être venue parce que je sais que tu n'habites pas Paris, que c'est toujours un petit peu compliqué avec toute ta famille très nombreuse. J'ai là. gardé des collants du Sud. Oui, Tu vois, d'accord. histoire de... Parce que chez nous, il y a encore un peu de soleil. Bon, j'ai hâte en tout cas de te redécouvrir. J'ai des trucs à te raconter. Je te laisse faire le tour, on va s'installer. Ok, j'arrive. Dans les gens que tu rencontres, ils t'appellent l'atelier de Roxane ou ils Non, t'appellent Roxane. Roxane? Non, Roxane, ouais. Roxane. Félicitations pour tout ce que tu as fait. Merci. J'avoue que tu me bluffes beaucoup. Pour te dire une anecdote, un jour je me baladais dans une ville, je t'avoue que je me souviens plus laquelle, et j'ai vu comme ça une queue monstrueuse de gens qui attendaient dans la rue et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et c'est des gens qui attendaient pour te faire dédicacer Ah un ouais. livre. Ouais. Et j'ai vu des filles et des garçons d'ailleurs très émus, qui trépignaient d'impatience. Et ce jour-là, j'ai mesuré le phénomène que tu étais devenue. Je ne le mesure pas en vrai. Tu Voilà t'en ce que tu rends me pas compte? racontes, j'ai une déconnexion absolument pas. C'est-à-dire que Absolument tu te pas. rends pas compte aujourd'hui de la puissance que tu as, de ta notoriété, ne serait-ce que ça? Mais zéro. Ah ouais? Mais les Non. gens dans la rue, ils viennent pourtant te voir, donc Ben tu voilà. vas te rendre compte. En Bah, fait. je me rends compte quand je fais une photo dans le rayon fruits et légumes de mon supermarché, si tu veux. C'est là où je me dis, ah, c'est un peu bizarre quand même. Ouais. Mais en dehors de ça, quand je suis en moment, par exemple comme là, tu racontes dédicace, où c'est vraiment, j'ai une certaine déconnexion, où en fait, c'est pas moi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'atelier de Roxane d'un côté et il y a Roxane, maman, épouse de l'autre, où tout est quand même un peu mélangé Je aujourd'hui. pense que tout est mélangé, mais cet aspect vraiment de notoriété et réussite, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, si tu veux, je pense, Ouais. inconsciemment. T'as toujours l'impression que que c'est pas toi, que c'est quelqu'un d'autre? Alors, je sais pas en fait. Tu me le diras à la fin de. Mais non, mais c'est très bizarre, c'est très compliqué à expliquer. Mais quand tu me racontes la queue, j'ai du mal à me dire, ouais, c'était pour moi en fait. Moi, je me rends compte aussi à quel point c'est énorme. Et en effet, quand je parle de tous ceux qu'on reçoit dans Safe Zone, je vois bien que les gens ont en plus un attachement à toi assez familial finalement. C'est ça qui est puissant dans ce qu'on a construit, c'est que c'est plus que c'est pas juste de la notoriété en fait. Si tu veux, la Ouais. notoriété qu'on a aujourd'hui grâce au réseau, elle est différente de la notoriété qui pouvait exister avant pour des acteurs, tu comprends ce que je veux Alors, dire? de quelle manière elle est différente? Je trouve qu'on est beaucoup plus accessible. Ouais. En fait, on a créé quelque chose où moi, quand j'ai commencé à être connue, je me filmais dans mon cabanon, je faisais des gâteaux comme ça pour le fun avec ma fille. Et d'un coup, pouf, ça tombe dessus, tu as une lumière qui t'éclaire et tout le monde te dit « Ah, mais t'es Roxane !» J'ai grandi avec eux, en fait. Et du coup, il y a une familiarité, tu fais partie de Mais enfin, c'est ça, en ils fait. sont liés à ton histoire, en fait. Ouais, c'est vraiment, on a construit une famille. C'est ce que j'aime aussi dans ce métier-là. Qu'est-ce qui te reste de la Roxane du meilleur pâtissier il y a 8 ans? T'as des souvenirs, beaucoup de cette émission? Oui. Ouais. Moi, ça a été déclencheur, en fait. Ouais. Parce que T'en étais où dans ta vie déjà au moment où tu as participé? J'étais auxiliaire de puériculture. Je travaillais en maternité. D'accord. Je découvrais tout juste la pâtisserie. Depuis combien de temps? Je crois que ça faisait tout juste un an. Ouais. J'étais vraiment novice. Et en fait, le meilleur pâtissier, ça m'a aidé dans deux choses. Ça m'a fait percuter à quel point j'aimais la pâtisserie Ouais. et à quel point j'avais envie de creuser cette nouvelle passion. Et surtout, ça m'a libérée de ma timidité. Parce que Caméra braquée sur toi tout le temps. Et en fait, tu n'en as pas souffert de ça à Mais l'époque? c'était horrible. Ben oui, c'est ça. Moi, à l'intérieur, j'étais liquéfiée quand on tournait sur le meilleur pâtissier et pourtant, personne n'a rien vu. Ah non, Mais pas moi, du tout. c'était un effort surhumain. Mais vraiment, le jour où je suis arrivée sous la tente, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je m'impose ça en fait? Ah ouais? Ouais. Et t'en gardes du coup un bon souvenir? Un très très bon souvenir, un merveilleux souvenir. Donc une fois que tu t'es retrouvée chez toi, donc tu es sortie du jeu, enfin du concours,
Qu'est-ce qui va te donner l'envie de dire, OK, il faut que je surfe là-dessus pour faire quelque chose de Parce qu'en fait, déjà, moi, concret. quand j'ai fait le meilleur pâtissier, je me suis rendu compte que la pâtisserie, c'est beaucoup de termes, tu sais, techniques. On va te dire clarifier les œufs. Oui, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, 10 ans plus tard. Tu sépares le blanc des jaunes. D'accord. Et tu vois, c'est ça. Et là, je me suis dit, OK, j'ai envie d'expliquer aux gens, en fait, la pâtisserie, c'est pas vrai, c'est pas au gramme près, c'est pas tout le monde peut le faire. Et moi, c'est ce que j'ai retenu du meilleur pâtissier. En fait, je me suis dit, on est 10 amateurs sous une tente et on sort des trucs de fou avec 50 caméras autour de nous. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas à la maison faire juste un gâteau tout simple? Et c'est ce que j'avais envie de transmettre, en fait. D'accord. De rendre la pâtisserie accessible. C'est cette envie-là que j'ai eue en sortant du meilleur pâtissier. Et aussi un petit instinct de revanche, de me dire, OK, j'ai pas gagné, mais je peux vous montrer que j'en ai sous le coude, quoi. Ouais, parce que tu es ambitieuse. Hein, et c'est pas un gros mot d'être ambitieuse, bien au contraire. Mais je me souviens d'une jeune femme, je parle comme si j'étais une vieille, mais qui avait vraiment la moi niaque. aussi, du coup. Ouais, mais qui avait vraiment la niaque. Je me suis dit, voilà, que je pensais pas assez. Parce qu'à l'époque, YouTube et tout, il y a 8 ans, c'était pas encore. Ah, mais moi, alors. Il n'y avait pas du tout encore de. Et non, et quand je me suis gros lancée créateur de après contenu, le meilleur pâtissier, c'était juste dans l'optique de partager cette nouvelle passion. Et je n'y connaissais rien, à tel point que c'est un ami, au bout de 6 mois, qui m'a dit « Ah, au fait, mais tu sais que tu peux monétiser tes vidéos ?» Moi, je ne savais même pas que je pouvais gagner ma vie sur YouTube. Il y avait déjà des créateurs de contenu connus à l'époque? Il y avait qui? C'était l'époque de Squeezie, Cyprien, c'était D'accord, vraiment ok. Natou, les gros youtubeurs implantés déjà. D'accord, donc tu connaissais quand même un petit peu Absolument pas. Pas du tout? Ah, mais à quel moment tu te dis pas, je vais poster des vidéos sur, à l'époque c'était quoi? C'est sur Facebook, sur Instagram. Je ne sais pas. Toi, tu as créé ta chaîne YouTube. Ouais. Après, j'ai mon mari. Tout ce que j'ai construit, c'est des idées de Loïc, il faut le savoir. C'est-à-dire que lui, c'est les idées et moi, c'est l'artistique, en fait. Moi, je suis l'électron libre, je pars dans tous les sens et c'est lui qui va me dire attends, viens, on se canalise, là, il y a un truc à faire, tu peux faire un truc sympa. Donc, c'est tout ce qui est construit et abouti, c'est Ninou. D'accord, c'est Ninou. C'est Ninou? C'est Loïc. Ouais, il assume pas trop ça. On va revenir justement sur tes premières vidéos, tout ça. Mais d'abord, ici, tu dois me montrer des objets qui me parlent de toi, des objets que tu as choisis toi. Ouais, ça a été compliqué. Pourquoi? Le choix. Parce que c'est me dévoiler un peu quand même. Tu es dans le contrôle. Tu sais quoi? Avant de te recevoir, je me suis dit, est-ce qu'elle va un peu me donner, est-ce qu'elle va réussir à lâcher prise? Est-ce que tu y arrives de temps en temps à lâcher prise? J'ai un suivi psychologique pour ça. Comment ça? Ah non, mais vraiment, je suis suivie par un psy pour apprendre à lâcher prise. Et là, je me suis dit, Faustine, c'est l'occasion ou jamais de voir si j'ai pas payé un psy pour rien. Est-ce que ça marche? 80 balles la séance, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que c'est cher. Ça fait combien de temps que tu suis un psy? Alors, je vais être très honnête, ça fait 1 an et demi. Mais en fait, je suis TDAH, donc j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. Ce qui fait qu'aller chez le psy, c'est très compliqué. Sur 1 an et demi, j'ai fait 3 séances. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'était. Mais on a abordé le sujet quand même du lâcher prise. On va revenir sur ça, sur l'hyperactivité et tout, parce que ça m'intéresse vraiment. Alors, montre-moi le premier objet que tu m'as apporté. Qu'est-ce que je vais te montrer en premier? En fait, j'hésite, mais je pense que je vais garder le plus sensible pour après. D'accord, ok. En premier objet, je t'ai emmené, parce que pour moi, c'est un peu l'objet qui boucle la boucle. C'est mon dernier livre que je viens de sortir. Parce qu'au meilleur pâtissier, j'ai pas gagné. J'ai pas pu sortir mon livre. Et ma revanche, c'était un peu l'idée de sortir un jour mon livre de pâtisserie. Et aujourd'hui, j'en ai sorti 4, quoi. Bah ouais, c'est énorme. Donc, alors celui-là, en quoi il est particulier? C'est le 4e. Déjà, il est particulier parce que je sais que tu aimes la gourmandise. Oh, donc je t'ai fait. Mais oui. C'est toi qui les as fait? Ben oui. Tu me promets, hein? Mais je te le jure. Oh là 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 là. J'ai pas encore des assistants cuisine qui peuvent cuisiner pour moi. Je fantasme ta vie, tu vois. J'imagine qu'il y a 14 commis à la maison qui font. Ah non. Il est à quoi alors? Il est à quoi? Alors ça, c'est un brookie. C'est un muffin brownie à la noisette avec le dessus, c'est un cookie. Et normalement, ça se fait sous forme de gâteau, mais là, dans ce livre-là, j'ai fait sous forme de... Il vient du Sud. Il vient de chez moi du Sud, je te l'ai fait hier avec amour. Alors, ce livre, c'est donc de livre... regarde, j'ai ouvert... Non, mais c'est improbable. Incroyable. J'ai ouvert sur les muffins brookie. Et tu vois, ce livre, il reflète en fait ce qui m'a fait aimer le partage de la pâtisserie. C'est que ça va être des recettes traditionnelles que tu mangeais chez tes grands-parents, avec ta maman, avec ton papa, mais que j'ai simplifié au maximum avec des termes hyper simples. Tu t'es habillée, on dirait la pub de la laitière, tu sais. C'est exactement ce que je voulais. C'était ça l'idée. À ma maison d'édition, j'ai dit je veux une ambiance la laitière. Et t'en as déjà vendu plus d'1 million? De tous mes livres. De tous les livres, c'est énorme, hein? C'est fou. Ce que j'aime, c'est de laisser une trace, en fait. C'est cette idée, c'est même pas les ventes, parce que tu vois, c'est fou, hein, 1 million de ventes. Ouais, c'est énorme. Mais je suis très sincère quand je le dis, je m'en fous dans le sens où c'est pas ce qui va me rester, c'est pas ce qui va rester de moi plus tard, quoi. Moi, l'idée d'être dans la bibliothèque des gens, ça me fait 1 milliard de fois plus kiffer que mes 1 million de ventes, quoi. Montre-moi les autres objets. Alors, ton autre objet. Mon autre objet, alors tu sais que ça, personne ne l'a jamais vu. Sérieux? Bah mais non, c'est mon doudou.
Tu le montres jamais, ton doudou? Mais jamais. Parce que je pense qu'il ramène quand même pas mal de trucs assez, voilà. Intime? Ouais. C'est ton doudou de quand tu étais vraiment toute petite? Non, de quand j'étais adolescente, quand je vivais chez mon papa. Oh. J'avais pas de... Oui, j'avais un doudou quand j'étais petite, il s'appelait Zaza. Mais lui, il a beaucoup plus d'histoire, quoi. Alors, c'est quoi son histoire? Qu'est-ce qui s'est passé de particulier pour que tu t'y attaches? J'ai eu une adolescence très adulte. En fait, à 13 ans, j'ai été adulte avant l'âge. Mais bizarrement, en fait, c'est en voyant mon doudou, je me suis dit, mais j'étais dans un monde vraiment d'enfants. Et je vivais dans une chambre avec des photos d'Anne Guédès, des nounours, Et à côté de ça, j'avais une relation toxique à l'époque. J'étais dans une relation, ma première relation amoureuse hyper violente. 13 ans? Ouais. Enfin, ton premier petit ami, tu l'as eu à 13 ans? J'avais 13 ans, jusqu'à mes 18 ans. Donc, avec ce même garçon, de 13 ans à tes 18 ans? Ouais. C'est quoi une relation toxique? Une relation toxique, c'est rencontrer ce garçon à 13 ans et te prendre ta première gifle à 13 ans et accepter la première et accepter toutes les autres jusqu'à 18 ans. Mais est-ce que tu en parlais à quelqu'un de ce que tu vivais à l'époque? Jamais. Jamais, et c'est la première fois que j'en parle. Même là, j'ai libéré ma parole il y a 1 an de ça dans un ouvrage que j'ai sorti, si tu veux, mais j'en avais jamais parlé. En fait, j'ai construit ma vie un peu comme pour YouTube, si tu veux, avec vraiment 2 entités. J'avais Roxane, qui avait 13 ans, qui était hyper heureuse, et j'avais la Roxane qui vivait dans l'horreur et qui était totalement... En fait, je l'ai complètement oubliée, quoi. Qu'est-ce qui te faisait vivre, ce garçon, pour que ça soit à tel point un cauchemar? Donc les gifles, mais c'est quoi? Il était quoi comme genre de personnalité? Si tu veux, c'était de la perversion. Il y a eu la violence physique, c'est quelque chose, mais je pense que le plus dur, ça a été la violence psychologique. Quand tu as 13 ans, jusqu'à mes 18 ans, j'ai été rabaissée, j'étais de moins que rien, j'étais dégueulasse, j'étais nulle, je servais à rien, ma famille c'était de la merde, tous mes choix c'était pourri. Mais pour moi, dans cette relation, j'avais un devoir, c'était de le sauver, parce que lui avait une vie très compliquée du coup. Syndrome de l'infirmière. Ouais, exactement. Et je me disais, à chaque coup que je me prenais ou à chaque parole violente, je me disais, ça lui fait du bien en fait. Pour moi, il se soulageait. Et tu le soignais, quoi. Et je me disais, c'est pas grave, il se soulage, mais avec le temps, on grandira tous les deux et ça s'agira en fait. Mais personne ne s'est rendu compte, parce que t'habitais encore chez ton papa, c'est ça? Ou vous étiez en garde alternée? Alors, j'ai rencontré ce garçon à 13 ans. À l'école? À l'école. Et en fait, quand je l'ai rencontré à la même période, ma maman est partie vivre en Californie avec mes frères. D'accord, ok. Parce qu'elle a rencontré un nouvel homme, ma maman. Mes parents étaient déjà divorcés. D'accord, ok. Ma maman est partie avec mes frères. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu un choix cornélien de qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes avec papa ou est-ce que tu pars avec maman? Sauf que je suis restée avec papa parce que j'étais avec le monsieur en question. Ah, tu voulais rester aussi avec ce garçon, d'accord. Mais pour moi, à l'époque, ma vie tournait autour de lui. Ça veut dire que, je vais te dire, il me mettait une claque, il partait. Mais vraiment, littéralement, je lui courais après en le suppliant. Je me vois à 14 ans, 40 degrés à Menton en plein soleil, à courir pieds nus sur le goudron, à me faire des cloques sous les pieds. Pendant des heures, à lui courir après, à le supplier, reviens, reviens, reviens. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi? Il t'avait isolé un peu de ta famille, de tes amis? Oui, inconsciemment, oui, parce que quand ma mère partait en Californie, c'était toujours très compliqué, parce que c'est des au revoir déchirants. Moi, c'était les au revoir à mon petit frère, à mon grand frère. C'est très, très compliqué à gérer, surtout qu'avec mon petit frère, j'avais une relation très, très fusionnelle. Et devant ma maman, c'était toujours, il me consolait, c'était oui. Et dès que ma maman partait, c'était espèce de grosse p***, ta mère c'est une p***, sans tu vois pas qu'elle t'abandonne comme une grosse p***, c'est tout ce que tu mérites. Ah ouais, donc t'étais fracassée, quoi. Donc j'avais, Et l'estime de toi était surtout plus bas que terre. Mais je m'en suis rendu compte que quand j'ai rencontré mon mari, en fait. Alors, juste une chose, pendant de 13 ans à 18 ans, donc tu habitais chez ton papa, c'est là où tout d'un coup ce doudou a été un pilier, en fait. A été un pilier pour te réconforter. Il a séché beaucoup de larmes. On a l'impression que c'était au moment où tu basculais dans une vie de jeune femme en souffrance, parce que tu vivais quand même un sacré cauchemar. C'était presque ton lien avec la petite enfance un peu douce, quoi. Moi, je pense que ce qui m'a sauvée dans cette période de vie, c'est cette fausse vie que je me suis créée. Parce que, en fait, je pense que je me souviens que de 1/10 de ce que j'ai vécu. Je pense que cette fausse vie, c'est-à-dire qu'il y avait la vie de dehors et la vie de ce que tu vivais en réalité. En fait, je me suis inventé une vie de mes 13 à mes 18 ans. Moi, je me souviens de discussions que j'avais avec mon père, avec ma mère quand elle vivait en Californie. Je l'appelais. Elle me disait alors comment ça se passe. Mais je m'en rappelle que je lui disais mais c'est génial, monsieur, il est formidable. Mais je m'en rappelle et je m'en persuadais tellement que, en fait, je vais te dire la vérité, quand
Quand j'ai grandi et que je me suis dit, j'en ai souffert, il faut peut-être que je me fasse soigner de ça, je me suis dit, mais non, mais en fait, j'exagère. J'ai envie de me faire plaindre et j'invente des choses, mais je suis sûre qu'en fait, c'était pas si horrible que ça. Tu vois, tellement j'ai réussi à occulter tout ça et à me dire, bon, après, c'est mon caractère aussi, c'est que j'ai toujours voulu sauver tout le monde. Et je me disais, si je vais pas bien, comment mes parents vont survivre au fait que leur fille n'aille pas bien et que je sois triste et que... Donc j'avais ce devoir de, bah non, bah c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui parlent pas justement parce qu'ils veulent pas détruire la famille, ne veulent pas voir la souffrance dans les yeux des parents et préfèrent se murer, quitte à s'inventer un petit peu que tout ça est bien normal. Moi, mon papa, on en a parlé que récemment, parce qu'en fait, il a découvert tout ça que quand j'ai décidé de libérer ma voix il y a 2 ans. Pourquoi tu as décidé il y a 2 ans de libérer ta voix? Parce que j'ai une fille, ma fille qui a maintenant 12 ans, et c'est là que je vais être émue. En fait, c'est quand je parle de mes enfants, c'est horrible, mon Dieu. Mais et je me suis dit, je veux pas que... je veux pas avoir honte. Et je veux que ma fille, si un jour elle a le malheur de vivre ça, je veux jamais qu'elle puisse se dire j'ai trop honte pour en parler à ma maman, en fait. Et je veux qu'elle se dise ma maman, elle a eu le courage d'en parler. Et en fait, c'est trop génial. Et elle se sent beaucoup mieux depuis. Et en fait, c'est juste pour ça que je l'ai fait. Je pense que c'est plus pour mes enfants même que pour moi. C'est toujours pour les sauver. Oui, bien sûr. Et ta fille, elle a réagi comment alors quand elle a découvert ça? On n'en a pas trop parlé ouvertement, dans le sens où elle n'a pas lu mon livre. Après, elle a des bribes de mon histoire. Elle est encore petite. Mais elle commence quand même, là, 12 ans, à rentrer dans l'âge qui, moi, me fait peur, du coup, parce qu'elle approche de ses 13 ans. Ah oui, bien sûr. Et moi, j'ai l'impression que là, elle va me filer entre les doigts, parce que moi, à 13 ans, dans ma tête, j'étais adulte, quoi. Quand on a autant de personnes qui vous suivent, est-ce que tu le sens comme une responsabilité? C'est-à-dire, pour toutes ces jeunes femmes de 13 ans qui vont peut-être croiser la route d'un homme toxique comme celui-là, est-ce que toi, tu te dis, il faut que je parle aussi pour elles, pour toutes ces jeunes femmes qui me suivent sur les réseaux? Complètement, parce que, en plus, en fait, j'avais, à quelques moments sur ma chaîne, j'ai jamais expliqué vraiment ce qui s'était passé, jusqu'à récemment. Mais forcément, en ayant beaucoup de vidéos et de discussions avec mes abonnés, j'avais des bribes d'histoire. Par exemple, j'allais dire quelque chose, où je pourrais même plus te dire quelle phrase exacte, mais par exemple, je disais oui, mais de par mon passé, j'ai encore des petites séquelles, et j'expliquais mais très brièvement. Et j'avais des messages d'adolescentes, mais de gamines, qui m'écrivaient, qui me disaient punaise, mais Roxane, je sais de quoi tu parles en fait. Je suis sûre que tu as vécu ça, parce que moi, je suis en plein dedans. Et là, en fait, en prenant de l'âge, non, mais c'est vrai, je comprends. Mais je me suis dit, en plus, moi, être connue, j'en ai rien à faire, strictement, ça m'apporte rien. Mais par contre, cette notoriété, tu peux la rendre utile. Je l'ai rendue utile de par mes pâtisseries, en offrant de la gourmandise aux gens. Et aujourd'hui, je peux la rendre encore plus utile en parlant de sujets sensibles. Et je pense que en fait, ça a été libérateur pour moi aussi, mine de rien, d'avoir pour moi, ça a été un courage juste de dire, ouais, j'ai vécu ça. Il y a eu un avant, un après, même dans ton regard sur toi-même. Libérer la parole, tu t'es libérée toi aussi? Je pense que je me suis libérée moi, parce que mine de rien, il y avait des choses que j'avais jamais dites à mes parents. En fait, c'est ça qui est horrible, c'est que je n'ai même pas peur pour moi. C'était pour mon papa de me dire, je me mettais à sa place de parent. Et en fait, quand je lui ai dit, et quand j'ai eu la réaction merveilleuse de mon papa... Il a réagi comment? En fait, il m'a dit, mais t'aurais dû me le dire. Mais il a senti qu'en me disant cette phrase, non, mais, oui, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Mais on a eu tous les deux les mots. Moi, c'est-à-dire que dès qu'il m'a dit ça, je lui ai de suite dit, papa, t'aurais rien pu faire. En fait, c'est ça, c'est que je lui ai dit, il m'a sauvée de la plus belle des façons, c'est qu'il n'a rien fait. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire, parce qu'à l'époque, si mon père aurait tenté de m'aider, j'aurais fui avec ce mec-là. Ta mère, elle a réagi comment? Ma maman l'a su plus tôt. J'en ai parlé à ma maman, je pense que j'avais une 20aine d'années. Ce qui est très étrange, c'est que ma maman, elle m'a dit, je m'en doutais. Mais elle avait pleinement conscience que si elle m'en parlait, elle me perdait en fait. En fait, c'était horrible pour elle, parce qu'elle voyait qu'il y avait quelque chose de pas sain du tout, parce qu'elle a été témoin quand même de violences verbales, vraiment, quand il m'insultait. Parce qu'en fait, cet homme-là, il avait un rejet de la femme. Donc, il s'en est même pris des fois verbalement à ma mère. Et quand ma mère, j'avais à l'époque 14-15 ans, qu'elle me secouait, qu'elle me disait « Mais Roxane, tu te rends compte ?» Et qu'elle voyait, j'étais... non. Sous emprise. Et elle savait que si elle avait le moindre mot à son égard négatif, je prenais mon sac C'est important ce que tu dis, parce qu'on a l'impression, justement, on aurait tendance à dire aux parents, réagissez, sortez les enfants des griffes de ces personnes qui leur font du mal. Et toi, tu me dis, non, en fait, il faut presque respecter, pas cette expérience, mais essayer de réveiller, mais ne pas couper le lien. C'est ça, et c'est toute la délicatesse de la situation, et c'est toute la facilité pour ces pervers qui trouvent le maillon faible et qui savent où piquer. Si tu veux, j'ai même pas de haine, quoi. J'ai plus de colère, j'ai pas de... C'est un chemin de vie, quoi. J'ai pas eu un chemin de vie facile, mais c'est horrible ce que je vais te dire, mais sans tout ça, j'aurais pas rencontré mon mari, j'aurais pas eu mes enfants.
On va en parler de toutes tes autres vies, mais d'abord, il y a un objet mystère qui a été placé par nos équipes, à savoir, c'est un objet mystère pour toi comme pour moi. Donc, on les regarde. C'est toi qui l'ouvres. Tu sais pas du tout ce qu'il y a ? Rien, je sais rien du tout. Ok, là, vous me faites un peu peur. Faut pas me tenter avec ces gâteaux-là. C'est bon, hein. Oh là là. Oh ça me fait penser à mon Didou. Ah, c'est Olaf. Oh là là, tu veux... On va rester dans les peluches alors. On va faire une émission spéciale. Non, mais c'est incroyable quand même. C'est Olaf, ouais. C'est le bonhomme de la neige de la Reine des Neiges. Pourquoi c'est Olaf alors ? Bah alors, je sais pas quelle a été la signification voulue, mais moi, j'en ai 1 milliard à lui donner. Ah, vas-y, donne-moi. Déjà, ça rejoint ça, c'est que j'ai vraiment cet amour de Disney qui... Disney, ça m'a un peu sauvée aussi dans un sens. Ah, c'est drôle. Où je me plongeais dans ces dessins animés. En fait, t'échappais, quoi. Bah, c'est pour ça aussi que je suis restée dans cette relation. C'est que pour moi, c'était mon prince charmant, quoi. Et pourtant, j'ai eu des parents divorcés. Et pourtant, je voulais ce prince charmant et avoir une longue relation. Et... Ouais, tu t'es réfugiée dans cet univers d'enfant pour oublier un peu la dureté de ce que tu vivais. Et aujourd'hui, mes enfants sont fans de Disney. Et le petit dernier adore Olaf. Nous, la Reine des Neiges, ça paraît déjà il y a un petit peu de temps. Mais toi, tu es encore en plein dedans. Non, mais moi, là, je revis. Tu vois, je l'ai vécu avec Louane. Et là, je le revis avec Eden. C'est un cycle, mais c'est ce que j'aime. J'ai l'impression que ma vie ne se terminera jamais, tu vois. C'est un cycle éternel. Alors attends, parce que là, ce que tu dis, ça peut nous emmener chez le psy. Parce que c'est vrai que tu as raison, le fait d'avoir des enfants, à chaque fois, tu vas revivre les choses. Et il y a aussi quelque chose de la peur de la mort, en fait. Parce qu'accepter qu'ils grandissent, c'est accepter que tu vieillisses. Et qu'il y ait une fin. Et alors, tu veux savoir un truc ? Muriel et Betty, qui préparent cette émission avec nous, avec moi, elles m'ont dit qu'elles étaient venues t'accueillir là, parce qu'on ne se voit pas avant, évidemment, de se retrouver là, et que tu avais déjà parlé du 4e. Donc, quelque part, ça te travaille vraiment. Mais oui. Tu as envie. Et tu as du mal à les voir grandir, parce que tu m'as quand même dit donc, que ta grande, tu n'avais pas envie qu'elle ait 13 ans, que c'est quelque chose qui t'angoissait. Ouais. Que Eden, il a déjà 2 ans. Ouais. T'en as 3 aujourd'hui. Ouais, et Mathis va avoir 18 ans dans 1 an, quoi. Ah oui, c'est vrai, t'as ton plus grand que Mathis qui va avoir 18 ans. C'est difficile de les voir grandir ? C'est très, très dur, d'autant plus que moi, j'ai un peu un syndrome, si tu veux, de la nostalgie qui est décuplé par 10 000, je pense, du fait de ne pas avoir eu d'enfance. Je pense que de rester dans cet univers enfantin et d'avoir des enfants, ça me permet de rattraper un peu tout de revivre ça, tu vois, on t'a volé. Et j'ai été vieille très vite, quoi. J'adore cette phrase. À un moment, tu te dis que va falloir, que tu pourras pas avoir 15 000 enfants. Tu en veux combien dans l'absolu ? Non, mais en vrai, si je vais être honnête, là, faudrait s'arrêter. Pourquoi faudrait s'arrêter ? C'est écrit où, en fait ? Parce que là, j'ai un bon équilibre de vie, vraiment, on est vraiment bien. On te parle du 4e. Moi, je te le parie aujourd'hui, c'est zone 2. Non, mais arrête, tout le monde me dit ça. Mais ça te travaille. Ouais, mais pas pour les bonnes raisons. Ça te travaille parce que tu veux retenir ce temps qui passe. J'en ai pleinement conscience. Mais en tout cas, c'est dans ta tête. Ça continue en tout cas, c'est en gestation. Ouais, c'est ça. Mais en effet, après un 4e et puis après un 5e. Oui, et en fait, t'arrêtes jamais, quoi. Ouais, tu t'arrêtes jamais. Mais tu vas me parler de ta famille, tu vas me parler de tes autres vies. On passe au salon ? On y va. Tu sais quoi, je sens que tu es bien avec Olaf. Tu as le droit de l'emporter. C'est vrai ? Je sens que ça te fait du bien. Je les garde. Alors, on va revenir. On va revenir d'abord sur le début de ta chaîne YouTube. Parce qu'on a retrouvé… Bah quoi ? Tu vas sortir des archives ? Non, pas du tout. Mais est-ce que tu te souviens forcément de cette vidéo-là ? Oui, très très bien. C'est ma première vidéo YouTube. Je voulais pas montrer ma tête. Tu voulais pas montrer ton visage ? Non, l'idée c'était après vraiment… avoir fait le meilleur pâtissier, tout ça est très logique. Mais tu vois, comme quoi je suis nulle en com. Et c'est Loïc qui m'a dit, mais tu veux pas montrer ta tête quand même ? C'est improbable de pas vouloir montrer sa tête. Mais je suis hyper pudique, tu vois. Et c'était encore me dévoiler d'une autre façon, sur un réseau en plus que je connaissais pas du tout, YouTube. Et ça a tout de suite marché, cette vidéo, elle a tout de suite marché ? Non, au début, si tu veux, avant de faire le meilleur pâtissier, moi j'étais dans le cake design et j'avais déjà ma petite notoriété. J'avais 50 000 abonnés à l'époque sur Facebook. Donc c'est pas petit. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu étais arrivée dans le meilleur pâtissier. Ils t'avaient repéré. Ouais, exactement. Okay. Et c'était du coup ce qui m'a fait aussi décoller sur YouTube. D'accord. Et au début, donc effectivement, c'était des petits tutos comme ça, toujours dans l'idée. Avec les pâtes à sucre, la décoration de gâteau. D'accord. Parce que la pâte à sucre, ça faisait peur à tout le monde. Et j'ai débuté comme ça, c'était filmé au téléphone. J'avais collé le fond que tu vois, c'était un fond photo que j'avais découpé, que j'avais collé sur ma table. Hyper drôle. Et je me filmais comme ça, donc j'avais mes mains comme ça. Et je me filme comme ça, je vois rien de ce que je fais. Et ce qui est génial dans YouTube, si tu veux, c'est qu'il y a eu une évolution où, tu vois, moi, j'ai adoré mes débuts YouTube, en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, même si on reste, nous, très amateurs dans ce qu'on fait, ça veut dire qu'on a 2 spots lumière, il y a la caméra, il y a mon petit frère qui est derrière la cam et on tourne. Donc, on est quand même relativement amateur. Tu vois, on n'a pas une production comme tu peux avoir aujourd'hui, une magnifique production. Magnifique, on est très, très nombreux. On a quand même un level YouTube incroyable. Mais tu vois, on est resté très amateur. Mais malgré tout, quand je repense à mes débuts,
Oui, tu t'es quand même J'étais un peu toute seule. professionnalisée. J'avais des lumières comme ça qui étaient sur pied, que je mettais sur mon plan de travail parce que c'était tout petit. Donc j'étais entre la lumière, avec mon téléphone, les gâteaux que je fouettais comme ça. Comment Mais tu as appris alors quand même à monter en gamme? Ça prend pas? C'est quoi? C'est sur le terrain? en fait, je pense que tout youtubeur que tu recevras te dira qu'on a un peu, on est tous autodidactes en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout appris seule, que ce soit la lumière, le son, les montages vidéo, Donc la tu commandes des vidéo. lumières, tu vois comment ça a fait, et C'est puis ça. après tu regardes des t'affines au fur et à tutos. mesure. Il faut quand même que ça t'intéresse. Il y a une partie technique chez les youtubeurs, moi, qui me Et fascine moi, un peu. j'adore apprendre. C'est pas, ouais, c'est ça, parce que c'est pas que juste je me filme. Ouais. Moi, je vois sur Instagram, j'essaie de faire des trucs un peu différents. En vrai, c'est chronophage, il faut savoir faire. J'arrive pas à faire des montages. Donc déjà, il faut avoir cette curiosité de là. Ouais, Quoi. en fait, je pense ça, que c'est quoi. ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été déjà manuelle. Je veux dire, j'avais des passions de vieille, mais j'assume. Mais moi, à 14 ans, je faisais du point de croix, je faisais du tricot. Ah, d'accord, Je ok. faisais Tu n'as pas tout. 36 ans, tu en as 70. Mais c'est ce que tu je ne veux te pas dis. nous le dire. D'accord, J'ai j'ai compris. vieilli très vite, c'est horrible. Et du coup, ce qui m'a plu dans YouTube, c'est dans mon caractère, j'ai beaucoup de mal à déléguer, Ouais. encore aujourd'hui. Et en fait, dans ce travail-là, je pouvais tout faire toute seule. Et je me suis mise de fil là, ok, mais il faut que j'apprenne à monter, il faut que j'apprenne à tourner, il faut que j'apprenne à… Ouais, et c'est toi qui as le contrôle de tout. Exactement. Et ça, c'est Je garde agréable. le contrôle, c'est très bien. Et alors, à quel moment tes enfants, enfin ta fille au départ, Ouais. a débarqué, qui fait que tu as trouvé que l'idée de faire de la pâtisserie en famille Ouais. était une bonne idée? En fait, quand je tournais, moi, c'est drôle parce que dans mon téléphone, j'ai plein de vidéos des backstage de mes tournages de l'époque. C'était en Ouais. 2016, du coup. Et j'ai Loulou qui, à l'époque, a 5 ans. Et en fait, j'avais mon plan de travail. Elle se prenait comme les petits chiens, un petit plaid, et elle se mettait en boule sous mon plan de travail pendant que je pâtissais. Et un jour, je fais ce gâteau Reine des Neiges. Et elle est dans mon atelier habillée en Reine des Neiges. Et c'est au tout début où je commence à montrer ma tête, moi. Et elle me dit, mais maman, je peux venir faire la vidéo avec toi? Et moi, je dis oui, bah viens. Et voilà. Et là, il y a eu la magie a pris. C'est là où tu as commencé à gagner en followers, Mais alors, où pas tu as for- trouvé ton concept un peu Mais aussi, en fait, tu vois, pas la forcément, pâtisserie en même famille. pas. En fait, c'est que moi et Loulou, on a kiffé, quoi. On s'est éclaté pendant plusieurs années à faire ça, à faire les tutos de Loulou le mercredi. Et c'était, si tu veux, notre rendez-vous mère et fille de ah ben on fait quoi? Ben viens, on fait ça, on pâtisse. Et c'est sûr qu'en l'espace d'un an, après, il y a eu un engouement et ça a explosé dans cet esprit de il y a les cuisines, il y a les recettes de Roxane, donc qui étaient un peu plus élaborées. Et avec Loulou, on faisait des recettes hyper simples, du genre tremper des chamallows dans du chocolat. Mais c'était génial parce que moi, tous les gens me disaient je ne passais plus de moments avec mes enfants. Et en fait, grâce à tes vidéos, eh ben, tous les mercredis, on se retrouve en cuisine et on fait des recettes ensemble. Ah, et c'est moi, chouette, ça. mais tu vois, ma plus belle récompense, c'est que je me dis, j'ai ramené les familles à un moment familial Ouais, ça, c'est chouette. en regardant mes vidéos, quoi. Est-ce que tu t'es posé la question de l'exposition de ta fille à l'époque ou ça ne t'a même pas traversé l'esprit? Je me suis pas posé la question de est-ce que je vais l'exposer, mais je me suis posé la question de comment est-ce qu'on l'expose. D'accord, Donc, tu ok. vois la nuance. Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'avais pleinement conscience que ma fille est exposée. Ouais. Elle était en âge qu'on ait cette discussion de Loulou, tu as conscience que quand Ouais. même maman… Enfin, elle en avait intimement Ouais. conscience parce que dans la rue, on demande des photos à maman. Donc elle savait de son petit âge qu'il y avait quand même une notoriété. Nous, si tu veux, en tant que parents, la réflexion que j'ai eue, c'est plus de me dire j'ai pleinement conscience que tout ça, ça va rester à vie sur Internet. Qu'est-ce qu'elle sera capable de voir à 13 ans et qu'est-ce qu'elle ne supportera pas voir D'accord. à Est-ce 13 qu'elle ans. assumera tout? Il faut que je sois Exactement. consciente qu'elle assume. Donc, tu vois, je vais te dire une bêtise, faire une vidéo dans un déguisement embarrassant qui aurait pu être hyper cute pour moi de voir ma fille déguisée. En grosse fraise, Voilà, elle, non. exactement. Et en fait, on a toujours eu, Loïc et moi, cette réflexion. Et je pense que c'est la prévention qu'il faut faire sur les réseaux et c'est ce que je dis toujours aux jeunes qui me suivent, c'est d'avoir conscience que tout ce que tu fais Va c'est rester. indélébile. Mais alors du coup, est-ce qu'avec ton fils, maintenant que les réseaux sont parfois plus violents, est-ce que tu t'es reposé cette question avec Eden? Alors, on se repose la question, oui et non. Pour Eden, si tu veux, la réflexion, elle est différente dans le sens où c'est bizarre à dire, mais c'est la première fois qu'on a un bébé sur les réseaux, quoi. Enfin, moi, j'ai débarqué sur les réseaux, j'étais déjà maman. Oui, t'as raison. Et en fait, c'est très culpabilisant aussi en tant que maman. Pourquoi? De devoir te poser la question. Est-ce que c'est une question que tu te poses? C'est un peu moche comme question. En fait, voilà. Est-ce que j'utilise mon enfant? Exactement. J'ai l'impression qu'exposer son enfant, c'est hyper porteur. En fait. C'est-à-dire? Je sais pas, que tu peux multiplier les vues, les collabs, les partenariats, oui. que c'est quelque chose c'est moche à dire, hein, mais Ben, vendeur. En fait, c'est vendeur parce que c'est comme la télé. Tu sais, moi, quand j'ai fait Le Meilleur Pâtissier, j'avais un ami qui était journaliste sur Le Meilleur Pâtissier. Et il m'a toujours dit, il y a 3 choses qui marchent. Vas-y, Les dis-moi, enfants, dis-moi. Ouais. le sexe et la bouffe. Et en fait, je pense que les enfants, il y a forcément du voyeurisme,
mais il y a aussi et surtout cet aspect familial qui est très fédérateur et qui Ouais, plaît. c'est ça. Tu vois, moi, je pense que ce qui a plu, parce que j'ai jamais, dans tous les contenus que j'ai faits, j'ai jamais été dans l'intime. C'est-à-dire que j'ai jamais offert de ma vie. Tu comprends? J'ai toujours réussi à garder cette barrière où il y avait l'atelier de Roxane, où on fait des gâteaux, où on vit certaines expériences, on faisait des vlogs, où on partait en vacances ou quoi, mais j'ai jamais eu une caméra H24 allumée. Alors, quelle est la différence entre l'intimité? Alors, j'ai un sujet Oula. justement. Non, non, t'inquiète pas. C'est la vraie. On part dans une question profonde. Non, pas du tout. C'est pas une question profonde. C'est une vraie question. Un jour, tu nous as raconté ça. Parce qu'en fait, je devais faire un avortement. Donc, ça veut dire pour évacuer l'embryon, ils te donnent des médicaments. Sauf que ces médicaments-là n'ont pas fonctionné sur moi. Donc, on a pris la décision avec mes gynécologues d'attendre 2 semaines, voir si la nature ferait bien les choses. Et on était en vacances entre amis quand la fausse couche s'est déclenchée. Mais s'est déclenchée de façon ultra violente. Faut savoir que c'est dans mon parcours de vie ma 2e fausse couche. Donc, je savais physiquement à quoi m'attendre. Qu'est-ce que c'est la différence entre je montre pas mon intimité et je parle d'intimité? C'est pas un reproche parce que je pense que non, mais t'as au contraire beaucoup aidé. Il y a une très grosse différence entre déjà montrer ce que tu veux montrer c'est ça, faire le et choix. montrer pour montrer. Oui, je comprends, c'est vrai. Elle est parce que très tu as claire, un choix la de nuance. ce que tu montres parce que tu sais que ça va marcher. Et mine de rien, c'est un choix que tu peux faire. Et tu as un choix de, bah non, ça, moi, j'estime que ce ne sera pas bon pour moi de le montrer, même si c'est bon pour mes stats et je le garde pour moi. Pourquoi avoir décidé alors de parler de cette fausse couche? Justement, c'est mon intime déjà. Donc c'est toi qui as fait le choix. Exactement. Ouais, et faut savoir que j'en ai parlé que quand je suis tombée enceinte. Tu vois, c'est une vidéo qui est sortie. Voilà, c'est ça, bien après que tu aies pu... En fait, c'était pour annoncer ma grossesse. Et pour annoncer ma grossesse, j'avais ce besoin, parce que ça a été très compliqué d'avoir Eden. J'ai eu une fausse couche extrêmement violente. Vraiment, j'ai eu des violences gynécologiques. Enfin, ça a été un enfer. Et je me suis retrouvée pour la première fois face à la difficulté pendant cette fausse couche de ne pas pouvoir en parler à mes abonnés. C'est très étrange, hein. Mais moi, j'ai toujours tout partagé. J'ai toujours été franche. Enfin, on avait des coups de mou, on pouvait en parler librement. Et là, pour la première fois, j'avais un gros coup dur et je ne pouvais pas dire pourquoi. Et pourquoi tu ne pouvais pas? Eh bien, parce que si je disais que j'avais fait une fausse couche, mes abonnés en auraient déduit que j'étais enceinte et j'aurais reçu tous les jours des messages de « alors t'es enceinte, alors t'es enceinte ». Tu ne voulais pas avoir la pression qu'elle est enceinte. J'aurais pas tenu en fait. Et je sais qu'il n'y aurait rien de méchant parce que ça aurait été même normal d'avoir cette question ensuite. Mais la fausse couche a été tellement violente, je me suis dit si, et j'avais besoin d'en parler en plus à l'époque. Et je pense que ça m'aurait même fait du bien de libérer ça et d'en parler sur les réseaux, d'avoir plein de retours d'expérience. Mais je me suis dit, c'est ça passe ou ça casse, parce que tout le monde va savoir que je vais avoir un bébé. Et donc, on va me mettre une pression monstrueuse. Et c'est aussi pour ça que tu en as parlé, pour aider celles, c'est ça, celles qui l'ont vécu. Complètement. Je crois que ça a été une des seules où vraiment je me suis livrée, où j'ai parlé de mon intime. Et en plus, surtout, je mesurais l'importance de cette vidéo. Et je vais te dire, la vérité, c'est que de toutes mes vidéos confondues, hormis les recettes, c'est la vidéo dont on parle le plus et dont j'ai le plus de retours de femmes, de pères qui m'écrivent et qui me disent voilà, on galère à avoir des enfants, je viens de vivre une fausse couche, ta vidéo m'a fait beaucoup de bien. Bien sûr. Et en fait, je pense que j'ai réussi à aborder tous les sujets qui, moi, m'ont transpercée quand j'ai eu ma fausse couche, où je me suis dit, et je cherchais les réponses sur Google. Tu sais, quand tu es dans cette phase-là où tu as envie d'avoir un bébé, où tout est obsessionnel. Pourquoi tu es devenue obsessionnelle? Ah, mais j'ai développé, vraiment, ça a un nom, alors j'ai oublié le nom. Un trouble de l'obsession d'enfant? L'obsession du test de grossesse, c'est-à-dire que même quand j'avais mes règles, tu continues à faire je faisais mon test de grossesse sur mes règles. Et je pleurais quand le test était négatif, quoi. Moi, je pense à toutes ces femmes pour qui c'est un combat de vie. C'est horrible, et c'est pour ça que je pense que c'est bien de libérer cette parole-là et aussi d'expliquer aux gens les mots qu'on peut dire et les mots qu'on ne peut pas dire. Comme par exemple, moi, c'est ce qui m'a choquée, c'est quand j'arrivais pas à tomber enceinte, tout le monde me disait arrête d'y penser, tu verras. Moi, j'ai mon amie Magali, elle a arrêté d'y penser, elle est partie au ski, bam, elle est tombée enceinte. Donc déjà, ça veut dire que c'est de ma faute si je tombe pas enceinte. C'est hyper culpabilisant. Mais personne n'est allé voir Loïc en lui disant arrête d'y penser, Roxane, elle tombera enceinte. Ou sinon, c'est le stress. Mais alors il faut que j'arrête d'être stressée en fait. Mais il n'y a que des trucs comme ça. Où tu travailles trop, tout ça est très culpabilisant. Et je pense que les gens ne le disent pas méchamment, et je pense que d'en parler, ça aide aussi les gens à avoir les bonnes paroles pour les femmes et les hommes qui essayent d'avoir un enfant en fait. Au moment où tu dis ça, tu fais un câlin à Olaf. Je pense qu'on a un espèce de gimmick avec Olaf. Je montre juste une photo de toi. C'est toi. J'ai vu. Mais t'es incompréhensible. Je te reconnais pas du tout. Ouais, c'est un bébé qui attend un bébé. C'est ce que je dis tout le temps. C'est incroyable. J'avais 19 ans. T'avais 19 ans. On te reconnaît pas. On dirait. Pardon de te dire ça parce que je la trouve ravissante, mais on dirait un peu Britney Spears là-dessus. Mais tout le monde m'a dit ça. Mais t'as vu? Montre-moi juste parce que depuis tout à l'heure on parle de ta famille et donc je voulais qu'on voit. Tu me présentes, présente-moi. Alors tu as Loulou, Louane, moi, Didou.
Ninou et Mathis. Et non, Eden, si tu veux, alors pour rebondir sur ta question de tout à l'heure, en fait, j'estime qu'il est tout simplement pas en âge. Donc, si tu veux, je peux même pas lui poser la question de est-ce que ça te plaît ce qu'on fait? Ouais, je comprends. Tu comprends? Il n'a pas son libre arbitre, Non, et donc en fait, là, tu ne veux pas lui imposer. Non, notre rôle de parent a toujours pris le dessus. Enfin, c'est vraiment un travail, quoi. Tu vois, c'est notre travail. Alors oui, Mathis, Louane en ont pris parti et en prendront peut-être encore parti quand bon leur semble. Mais notre vie de famille, c'est ce qui prime à 50 000. Moi, j'ai toujours dit... si j'avais un choix à faire, si un jour on m'impose un choix, c'est ma vie de famille. À quel moment tu as décidé, c'est-à-dire que là tu faisais de la pâtisserie, à quel moment tu as décidé d'ouvrir ton contenu à votre vie de famille? J'imagine que c'était naturellement ou ça a été un vrai choix à un moment de se dire, en fait on raconte aussi un peu notre histoire de famille. Mais tu vois, on n'a jamais eu de réflexion. Ah oui, c'est ça. Non, c'est vraiment intuitif, c'est ce que tu vraiment, me dis. Et en fait je pense que ça rejoint mon trouble, du trouble de l'hyperactivité si tu veux, où je me suis de suite dit, mais si je m'enferme dans la case de la pâtisserie, je suis bonne pour les 10 prochaines années à faire que des gâteaux. Ouais, l'angoisse d'être restreinte. Et je me suis dit, mais l'angoisse. J'ai dit à Loïc, mais il faut qu'on trouve d'autres trucs, il faut qu'on fasse, je sais pas, des challenges, quand on part en vacances, viens, on emmène les gens avec nous, on leur fait découvrir des régions, des bons plans, des restos. Tu dois être épuisante aussi à vivre. Ouais, je suis horrible. Oui, donc en fait, c'est assez naturellement dans un désir de partage. Exactement. Que tu as eu envie. Mais on s'est jamais posé la question de qu'est-ce qui va marcher. Oui, mais tu me dis que tu regardes tes stats. Donc, quand non, même... Loïc regarde mes stats. Toi, tu ne regardes pas? Jamais. Donc, lui, c'est la tête pensante, le cerveau, c'est ça. Le cerveau et le businessman aussi? Ah oui, oui. Oui, c'est ça. Et toi, tu es en effet dans l'artistique, dans ce que tu proposes. Exactement. Mais quand même, vous ne parlez pas, tu ne lui demandes pas cette vidéo a mieux marché que celle-là. Est-ce que tu comprends pourquoi? Franchement, je te jure, il faudrait qu'il vienne assis là pour te dire à quel point je suis horrible. Parce qu'en fait, je ne sais pas parler travail. Bien sûr qu'on en parle. Bien sûr qu'on a nos moments où on va parler stratégie. Par exemple là pour la sortie du livre, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais en fait, il va réfléchir dans son coin et il vient quand c'est genre carré. Quand il sait que tac, 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 il va me dire « Ok, j'ai pensé à ça, 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 qu'est-ce que t'en penses ?» Lui, il regarde les stats parce qu'à un moment, c'est aussi ce qui vous fait gagner de votre vie. Oui. C'est ça qui est particulier aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, il est quand même obligé de regarder. Ça reste un business familial aussi. Mais heureusement qu'il est là. Ouais, moi, j'ai toujours dit, sans Loïc, j'aurais jamais construit tout ce que j'ai construit aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'étais très bien dans mon chalet à faire mes petites génoises et avec mes 10 000 abonnés, en fait. C'est-à-dire que moi, je vis au jour le jour. Loïc, c'est la tête pensante qui assure notre avenir dans le sens qui sait où il va. Ouais, je comprends. Puis, il a cette projection que... J'arrête de lui lancer des fleurs parce que... Non, mais c'est vrai, il a cette projection de vie que moi, j'ai pas, en fait. J'ai tellement peur de l'après que moi, à chaque fois, je lui dis « Mais c'est bon, concentre-toi. » Il me dit « Mais non. » Et en fait, c'est lui qui prépare l'après aussi. Il y a une fraîcheur dans votre façon d'aborder, en effet, votre contenu. Il y a quelque chose de mi-professionnel, mi-ultra artisanal et familial, finalement. Hein. Ouais. Tu as des amis dans ce métier? Une particulièrement, Julie. Je crois que tu l'as reçue dans ton émission 12 février. Ah oui, très bien, oui, bien sûr. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment une amie. À tel point qu'on ne travaille jamais ensemble, parce qu'on pense à tout sauf travailler ensemble quand on se voit. Julie. Julie, c'est elle. Alors, j'allais commencer cette vidéo et tu viens juste de m'envoyer un message comme quoi les synergies de notre vie, c'est tout le temps, toujours, et au moment où on s'y attend le moins, que te dire que tu ne sais déjà que je suis plus que fière de toi, plus que fière de t'avoir dans ma vie, plus que fière d'être la marraine de Didou, la tata de Loulou et Mathis. Voilà, comment, en fait, tu me mets en galère, ça me met en galère cette vidéo parce que j'ai pas envie d'aller chercher trop profondément en moi. De toute façon, je sais que tu sais déjà tout et que tu pourras toujours compter sur moi et qu'il faut vraiment qu'on fasse des tests ADN. Voilà, c'est la seule qui arrive à me faire chialer. Tellement vous êtes sœurs. Julie, c'est quelque chose. Hein. C'est mon âme sœur, mais vraiment, c'est incroyable. On a trop de similitudes et on a plein de similitudes de parcours. Elle, dans la terreur, enfin dans l'horreur qu'elle a vécue, et moi, dans mon parcours de vie aussi. Et au final, on s'est retrouvés. Tu me rappelles ce qu'elle a vécu, Julie, alias 12 février? Alors, Julie, elle a été grande brûlée à l'âge de 16 ans. Donc, elle a vécu le coma, elle a vécu tout ce que peuvent engendrer des brûlures à l'âge de 16 ans. Toutes les opérations derrière. Exactement. C'est une vraie battante. En fait, c'est même pas son parcours qui m'a touchée, c'est juste, avant même que je la connaisse, moi, ce qui est fou, hein, c'est qu'on a un ami photographe en commun et je l'ai juste vue en photo. Et j'ai vu des photos d'elle. Je parle même pas de ses brûlures parce que moi, je lui dis toujours jamais vu. Mais quand j'ai vu son visage, j'ai de suite, je sais pas te l'expliquer. Hein, su que c'était ton ami. Je sais pas comment te dire. J'ai vu un truc où je me suis dit putain, on est pareil. Alors que je la connaissais même pas ni d'Adam ni d'Ève. Et dès le début,
je me suis dit, cette femme-là, elle a une force, un truc en elle où on va forcément matcher. Et on s'est vu une fois et ça a été... Enfin, c'est un amour amical, quoi. C'est même plus que ça. C'est ton ami-mour. Ouais, mais vraiment. Je voudrais qu'on parle d'un autre de tes grands amours. Oh non, mais arrêtez là, hein, maintenant. Moi, ce genre de truc-là. Amour, je pense que tu vas être surpris quand tu vas voir cette vidéo. Et que tu vas très bien te souvenir quand je l'ai faite, parce que j'ai dû te sortir un mytho pour te la faire dehors, parce qu'on est tellement tout le temps H24 ensemble que j'ai dû te faire croire que je faisais ça aux gars de l'équipe pour quand on part en vacances. Et en fait, pas du tout. Cette vidéo, elle est pour toi. Et elle est pour toi parce que je me dis que c'est le moment parfait pour te dire ce que je pense de toi. Alors, c'est vrai que quand ça fait 18 ans qu'on est ensemble et qu'au bout d'un moment, peut-être on a l'impression que quand on dit les choses, ça a moins de valeur. C'est pas du tout le cas pour moi. T'es une personne incroyable, tu le sais. T'es mon psychologue, t'es ma meilleure amie, t'es tout, et vraiment tu le sais. Là, au moment où je te fais cette vidéo, on va partir au Canada et je suis blindé d'angoisse à cause du vol, et heureusement que t'es là pour ça. Les gens qui te voient à travers l'écran, ils te connaissent pas comme moi je peux te connaître, et t'es la personne la plus persévérante que je connaisse, la plus travailleuse, que j'ai jamais vu quelqu'un qui travaille autant. Et je t'avoue que pour quelqu'un comme moi qui n'est pas hyper actif comme toi, des fois c'est difficile parce que j'ai pas envie de travailler tout le temps comme toi, t'as envie de travailler. Mais j'ai pas besoin de dire que c'est la plus belle rencontre que j'ai faite de ma vie parce que ça me semble être une absolue évidence. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après 18 ans où on est ensemble, je t'aime plus qu'au premier jour. Et vraiment, c'est pas cucu de dire ça, c'est vrai. Je te découvre un peu plus chaque jour. T'es une personne vraiment incroyable. Et je veux juste un truc qui est très important. Je sais que tu as ce syndrome, tu sais, de te dire toujours que tu mérites pas ce que tu as. Moi, je peux te dire que je te vois au quotidien. Ce que tu as et ce que tu réussis à faire toute seule, parce que tu es toute seule, on n'a pas d'équipe, on est tout seul. Je peux te dire que tu le mérites à 1 milliard de pourcents parce que tu bosses comme jamais. Tu as des idées de fou. Tout ce que tu le fais bien. Et en fait, je suis ton mari, mais je suis aussi très admiratif de toi. Vraiment, je t'aime. Mon minot. Je l'aime tellement. Vous vous dites beaucoup des mots d'amour tous les deux? Ouais, tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. C'est vrai, hein. On prend toujours le temps. Ah, on prend pas plus beaucoup de temps pour nous, malheureusement. Ah, ça c'est un sujet, ça. Pourquoi vous prenez pas de temps pour vous? Je vais vous disputer, moi. Parce qu'on travaille beaucoup et qu'on a les enfants et qu'il est un peu comme moi. Au final, il fait beaucoup passer les autres avant lui et du coup avant nous. Mais c'est fou, parce qu'on se le dit tout le temps, mais je trouve ça dingue qu'après 18 ans, on prend toujours le temps l'un et l'autre, presque quotidiennement, de se rassurer sur nos sentiments. C'est-à-dire que là, encore, il y a un matin, on se lève, si on ne se dit pas « je t'aime », c'est soit lui, soit moi, on va se voir, on va dire « tu m'as pas dit je t'aime aujourd'hui ». Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Non, plus. Non, ça fait 18 ans. On a un vieux couple et pourtant, lui comme moi, on a ce besoin perpétuel d'être sûr que l'autre est bien. Et en fait, c'est pour ça qu'on est dans un équilibre parfait, je pense. C'est qu'il a aussi le syndrome du sauveur, en fait. Mais il est avec moi et moi, je l'ai avec lui. Donc, en fait, on s'auto-sauve. On est tous les deux sur une barque comme ça. Et du coup, on a un équilibre vraiment parfait où il pense à moi autant que ce que je pense à lui, quoi. Le syndrome du TDAH, tu as été diagnostiquée? Ma fille a été diagnostiquée. Et en fait, c'est quand ma fille a été diagnostiquée que le diagnostic pour moi est tombé. Qu'est-ce que ça implique chez toi d'avoir ce trouble? Ça va plus être un trouble de l'attention ou par exemple là, quand on fait notre interview, quand je réponds à tes questions, je pense déjà à ce que je vais dire après en fait. Oui. Tu vois, et tu connais cette sensation, tout le monde la connaît, sauf que moi c'est ça, mais sur tout et en permanence et tout le temps où je vais te dire une bêtise. C'est très drôle parce que on en parlait tout à l'heure dans la voiture. Loïc il va aborder un sujet hyper important pour le boulot et moi je vais être là et d'un coup je vais dire mais on a mis l'eau des pâtes à cuire. Tu vois, j'appelle ça aussi une pensée divergente. Exactement. Tu as un truc qui t'emmène à un truc, qui t'emmène à un truc, et en fait, personne ne s'est rendu compte parce qu'ils sont toujours au premier stade de la conversation, alors que toi, tu as déjà eu 17 vies depuis. Donc, c'est très compliqué au quotidien. Après, ça... Pour toi, surtout aussi. Ouais, parce que c'est très fatigant. Je suis tout le temps... Quand même, je suis fatiguée, quoi. Fatiguée de jamais me poser, parce que je ne sais pas me poser. Donc, après, c'est des nuits compliquées. Tu dors pas bien? Non. J'ai un sommeil très, très compliqué, parce qu'en fait, quand je me réveille... Par exemple, si je me réveille, toi, tu te réveilles à 5 h du matin, tu vas dire « Oh, j'ai encore 2 heures de sommeil de rab ». Moi, je me réveille à 5 h, je vais dire oh, « Non, mais là, je ne peux pas m'endormir. Du coup, tant qu'à faire, il faut que j'exploite la journée à son max. » Et tu fais quoi à 5 h du mat? Lève, des gâteaux? Je fais des gâteaux, des brioches, j'ouvre mon ordinateur, j'écris des recettes, j'envoie des mails. Alors, des fois, c'est drôle parce qu'il y a des marques qui me répondent bah, « Dis donc, t'es levé tôt, 4 h 30 ». Il y a des moments quand même où tu arrives à te laisser aller, à lâcher prise.
À Disney. C'est vrai? Non, mais c'est intéressant ça. Oui, dans les moments de vacances. Tu vas beaucoup? Ouais. Votre complémentarité aujourd'hui, c'est le fait aussi que toi, tu es dans cette hyperactivité et que Loïc, en fait, non, c'est-à-dire il y a le côté froid-chaud. Exactement. Pour te dire, Loïc, je lui dis pas souvent parce que je suis pas non plus très généreuse des fois. Moi, je lui dis quand même que je l'aime, mais en détail, quoi. On rentre jamais dans le fond du sujet. Mais Loïc, c'est mon équilibre parfait, que ce soit dans ma vie de femme, dans ma vie de maman et dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que déjà, Loïc, quand je l'ai rencontré, j'étais dans une relation extrêmement compliquée. C'est vraiment mon prince charmant, quoi. Tu vois, le prince dont j'ai toujours rêvé, lui, il est arrivé sur son cheval blanc. Il n'avait pas de cheval, mais il m'a sauvée de tout ça. Et c'était la première fois dans ma vie où quelqu'un voulait me sauver. Ouais, je comprends. Tu comprends? J'ai toujours sauvé tout le monde. C'est pour ça que ça dure depuis 18 ans. Et il t'a sauvé ou pas? Ah, mais clairement. C'est mon évidence, quoi. Il me reste 2 questions. Il paraît que c'est tabou de parler d'argent, mais tu vous faites quoi de votre argent? Là. Non, c'est pas tabou. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Mais avec les gosses, ils nous dilapident tous. C'est quoi votre luxe dans la famille, vous? En fait, je vais te dire franchement, on vit comme avant. Ouais. On n'a rien changé. On a une belle maison. Ouais. On fait des beaux voyages. Mais après, moi, mon kiff aujourd'hui, c'est de... Je vais te dire, dans notre confort de vie, ce qui a changé, c'est de pouvoir se faire plaisir sans forcément se poser de questions comme on a pu se les poser à une époque où on était vraiment dans la galère. Tu regardes pas les prix dans les supermarchés, tu peux te faire plaisir dans des marques, tu fais quand même attention. Donc, faire attention. Mais surtout faire plaisir à nos proches, tu vois. On fait des voyages en famille, on a emmené ma maman aux Maldives, on a emmené mes beaux-parents à Disney. Oui, c'est ça. On fait des voyages entre amis. C'est vraiment... Comme ça que je titrerais, moi, cette rencontre. Je dirais, voilà, c'est vraiment l'histoire d'une famille. C'est une saga familiale. C'est vraiment ça. On a une tradition dans Safe Zone. C'est qu'en fait, à la fin, on va se regarder les yeux dans les yeux et tu vas me dire une anecdote un peu honteuse. Qu'on va laisser ça dans ta Safe Zone. C'est un peu, il faut que ça soit un peu minable, tu vois. Il faut que tu sois pas très fier de toi. Mais du coup, personne t'en reparlera puisque tu te seras livré à moi comme dans un confessionnal. Donc jamais, j'aurai aucun commentaire. Jamais personne. Donc je me mets comme ça pour t'écouter. C'est vraiment très honteux. Vraiment honteux. Vas-y. Alors, ton anecdote honteuse, Roxane. C'était à Disney. Ouais. C'est vraiment vrai, c'est vraiment à Disney. On est avec mes beaux-parents, du coup, c'est fou. Mais t'as fait exprès de raccorder le truc comme ça. Tu sais, c'est un métier. Mais non, parce que je la connais pas, ton anecdote. Donc, on est à Disneyland avec mes beaux-parents, ma maman, mes enfants. Et forcément, à Disneyland, je rencontre plein d'abonnés, donc trop mignon, plein de rencontres, des câlins, des bisous, des photos. Et on arrive devant le château. Et là, j'ai un petit jeune couple qui arrive et qui me tend un appareil photo. Et moi, je dis, trop mignon, tu vois, il y a une photo. Donc, je prends mon appareil photo, je me mets à côté du monsieur comme ça et je mets l'appareil comme ça et je fais la photo. Arriver le truc. Et là, le mec, il me regarde, il me dit, non, mais je voulais pas. Et moi, je crois comprendre, parce que je l'écoute même pas, TDH, qui voulait dans l'autre sens la photo. Et là, je me dis, donc, il râle, quoi. Bon, je dis, on fait dans l'autre sens. Et là, je refais une photo. La honte. Et là, le mec me regarde et me dit, excusez-moi, mais vous êtes qui? J'adore! Il voulait une photo avec sa nana. Bah oui. Ah, quelle horreur! Hyper gênant. Trop gênant. Et là, j'avais mes beaux-parents, bien sûr, morts de rire. Et moi, je suis devenue, je crois, rouge pivoine. Et je dis, je suis désolée. Il me dit, non, mais dites-moi qui vous êtes. Je dis, non, ça, c'est là. Non, on s'arrête là. Notre relation s'arrête là. Déjà. Voilà. Ça, c'est drôle. Et ta famille a dû bien se moquer de toi pendant un certain temps. Encore maintenant. Voilà, c'est un prêt. Voilà. C'est bien grâce à toi, ils vont y repenser. On va te le redire sur les réseaux. Merci beaucoup, Roxane. J'ai passé un super moment avec toi. Et on n'attend pas 8 ans. Non. Avant de se revoir. Promis. Alors, on a un pola à faire. Ah oui. Toutes les deux, parce qu'après, comme ça, on les met là et on se fait des bons souvenirs. C'est toi qui m'as pas dit, t'es pas très forte en nouvelles technologies. Merci, Roxane. Merci beaucoup. Merci. Alors, on se retrouve bientôt. On dit au revoir. Merci beaucoup à Roxane. Et écoute, qu'est-ce qu'on peut se dire? Que tu vas peut-être m'apprendre vraiment ce que ça veut dire de clarifier des œufs. Clarifier des œufs. Il y a 8 ans, elle a essayé de m'expliquer. Maintenant, elle essaye encore. Et on va lâcher prise. Et on va lâcher prise. Merci. À très bientôt dans Safe Zone.